Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui va être fascinante. On va voir comment la Corée a réussi de passer à l'un des pays les plus pauvres du monde à la grande puissance que l'on connaît aujourd'hui, et tout ça en moins de 50 ans. Et pour faire ça, je vais avoir un invité exceptionnel, un invité de marque qui connaît l'histoire coréenne sur tous ses doigts. Non, c'est quoi l'expression déjà? Je sais pas ce que tu sur le bout de ses doigts. Les doigts Sur le bout de ses Et pour faire ça, je vais avoir un invité exceptionnel qui connaît très bien l'histoire coréenne, puisque l'année dernière, il a passé le test le plus élevé, le plus dur sur l'histoire coréenne, qu'il a réussi à presque faire un sans faute. Je vous présente Fabien Youn, que vous connaissez certainement si vous suivez les vidéos de la Corée. Annyeonghaseyo, Fabien Mida. Bonjour à tous, c'est Fabien Youn. Ça fait très entrée Jeux Olympiques, je trouve. C'est très officiel comme présentation. C'est vrai. Très content de retrouver Fabien pour cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur la chaîne. Fabien qui est acteur, taekwondoïste et même guide au musée d'histoire contemporaine coréenne. Guide à 16 heures perdues ici. Donc il va nous faire un petit tour et comme ça on pourra imaginer un petit peu toutes ces explications. Alors par quoi on va commencer, Fabien? Comment la Corée est passée d'un des pays les plus pauvres au monde à l'un des pays les plus riches au monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc il s'est passé énormément de choses. Et Très peu de temps. En très peu de temps, voilà. Donc comme tu l'as dit dans l'intro, on peut parler d'une période d'environ de 50 ans. Et donc je te propose qu'on commence juste après la guerre de Corée, donc qui se termine en 1953. Donc juste pour un petit rappel de ce qui s'est passé avant. Donc il y a eu 35 ans de colonisation japonaise. Donc officiellement de 1910 à 1945, la Corée était donc une colonie du Japon. Ensuite, ils ont été libérés. La première république de Corée a été déclarée en 1948 et en 1950, la guerre. Donc le Nord qui est envahi, il y a une guerre pendant 3 ans et en 1953, la guerre se termine. Sauf que le pays il est complètement en ruine. Ils sortent de 35 ans de colonisation japonaise plus 3 ans de guerre, et la guerre, elle a été Elle a ravagé le pays. Dévastatrice. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune infrastructure, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de routes, il n'y a plus d'usines, les maisons sont dévastées. Le pays est rasé, quoi. Sans compter le bilan humain, bien entendu. Alors, suivant les statistiques, ça diffère, mais il y a eu plusieurs millions de morts, plusieurs millions de blessés, de civils, des orphelins, des familles séparées. Enfin, c'est le chaos le plus total dans le pays. Il n'y a plus rien, il faut vraiment repartir à zéro. Jusqu'à la fin du 19e, la Corée, c'était une monarchie. Donc il y a eu des rois qui se sont succédés, la dynastie de Joseon. Ensuite, il y a eu un empereur très court. Ensuite, il y a eu la colonie. Et ensuite, ils ont créé leur première république. Donc président, donc c'est une démocratie qui est très jeune. On va dire, elle est quand même assez limitée. Premier président de la Corée du Sud, Lee Seung-man, qui est le deuxième président de l'histoire de la Corée du Sud. Je sais, Lee Seung-man. Lee Seung-man. En 1960, nouvelles élections, sauf qu'il veut encore être réélu. Il fraude les élections, il va être réélu, mais il va vouloir faire réélire son bras droit au poste de vice-président, parce que le poste de vice-président est très important en Corée. Son bras droit, c'est Lee Ki-bum, sauf que lui, il n'a aucune chance d'être élu. Il n'est pas du tout populaire. Il va quand même truquer les élections, il va être élu, sauf que là, le peuple va complètement péter les plombs. Il va y avoir des grandes manifestations dans tout le pays et il va être obligé de démissionner. Donc là, c'est le premier pas vers la démocratie. Cependant, quelques mois après, le coup d'État. Le coup d'État. Coup d'État avec le général, le militaire là. Exactement, le général Park Chung-hee, donc qui a fait un coup d'État en mai 1961 et qui va prendre le pouvoir. Donc on est encore loin d'une démocratie. Donc on est sur la fin du pouvoir de Lee Seung-man, qui est quand même resté assez longtemps. Il est resté 12 ans, sauf que bon, on ne le sait pas encore à l'époque, mais on est sur une nouvelle période qui va durer encore plus longtemps. Ah, encore plus longtemps ça? Encore plus longtemps. Donc maintenant, je te propose de voir un petit peu les aspects un peu plus économiques. D'accord. Donc là, après-guerre, en bref, c'est pas ouf, c'est pas la démocratie et les gens galèrent encore. C'est ça. D'accord. Jusqu'au début des années 60, la Corée du Sud reste très pauvre. Toutes les ressources sont au nord. Donc la Corée du Nord, en fait, s'en sort mieux que la Corée du Sud, économiquement. C'est-à-dire ils arrivent plus vite à se développer. Parce que tu as bien dû le voir, en Corée du Sud, il n'y a pas énormément de ressources. Tout le charbon est au nord. Et c'est les États-Unis qui vont les aider. Et le premier plan d'aide, ça s'appelait les 3 produits blancs. Sambaek Sanop. Les 3 produits blancs, qu'est-ce que c'est à votre avis? Farine. Exact. Sucre.
exact. Coton. Coton, ouais. Les 3 produits blancs. Donc en fait, les États-Unis vont leur fournir tout d'abord gratuitement et ensuite avec des tarifs vraiment très préférentiels. Donc ces 3 produits blancs et ils vont baser donc le début de leur industrialisation par ces 3 produits blancs. C'est de cette politique qu'est née une des entreprises que, à mon avis, tes abonnés connaissent tous et que tu connais aussi sûrement. Hyundai. Samsung. Samsung. Samsung, donc à la base, c'est né de Jeil Jedang, donc de la sucrerie Jeil. Donc c'est à ce moment-là. Ça a commencé, donc ça a commencé à la sucrerie et ensuite ça s'est développé pour devenir aujourd'hui une multinationale que pour ne pas connaître, il faut habiter dans un bunker, quoi. c'est un peu ça. Et la deuxième industrie qu'ils vont développer, donc c'est l'industrie textile. Donc ils vont fabriquer beaucoup de vêtements. C'est vraiment du travail à la chaîne, quoi. C'est du travail dans les usines, énormément d'heures de travail. Ils travaillent vraiment très dur dans des conditions souvent quand même assez spartiates, assez compliquées. Et les premiers produits qu'ils vont exporter, parce que leur politique va être basée sur l'export, parce que la Corée, la seule chose qu'ils ont, c'est la force de leurs mains, quoi. C'est travailler dur, donc ils vont travailler pour ensuite apporter les devises étrangères dans le pays. Ils vont faire donc des chandails, des vestes, plein de textiles. Ils vont faire des billes. Des billes? Des billes, ouais. Ils vont faire des perruques. Ça va faire plus de 10% du PIB, les perruques. Les perruques, plus de 10% du PIB. Aux États-Unis, 30% des perruques sont importées de la Corée. Ils vont devenir un des producteurs mondiaux de perruques. Donc à l'époque, c'était vraiment, comme le coût du travail était très peu cher, donc en fait c'était avantageux pour les pays de faire produire en Corée du Sud. Et c'est dans les années 1965. C'est 60, c'est ça, ouais, 60 jusqu'à 70. Ils travaillent dur et bien. Et vite. Donc le président Park Chung-hee, en fait, il va faire des plans économiques de 5 ans. Donc un premier plan à son arrivée au pouvoir, qui va durer jusqu'à 66. Ensuite, deuxième plan, donc au début, il va développer tout ce qui est pétrochimie, tout ça. Et ensuite, ils vont s'attaquer à l'acier. Et là, tout le monde va se dire, mais ils sont complètement fous, l'acierie et tout. Mais lui, il va se dire, non, pour qu'on ait un pays puissant, industriel, il faut qu'on ait des aciéries. Et personne n'y croit, hein. Et il va réussir à développer l'entreprise POSCO, donc tu as sûrement entendu parler, qui est devenue une des plus grandes aciéries au monde. Et ils ont réussi quasiment un miracle, quoi, à produire tout l'acier qu'ils utilisaient, à le produire en interne, en fait. Et aujourd'hui, POSCO, c'est une des entreprises les plus connues au monde en aciérie. Grâce à cette industrialisation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il faut pour développer un pays et qu'on n'avait pas avant? Des routes. Ah, il est très fort ce Laurent. Des routes, exactement. Pour développer un pays, si tu veux développer un pays, c'est des routes. Donc comme je t'ai dit, à l'époque, ils ont tout cassé. Donc ils vont construire une autoroute entre Séoul et Busan. Tu vois, donc c'est vraiment la ville la plus au sud du pays et la ville la plus au nord pour pouvoir transporter tout le fret, les marchandises. Parce que si tu veux industrialiser un pays, forcément, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des camions pour pouvoir transporter les marchandises. Elle va être construite en un temps record, hein. En moins de 2 ans, il va y avoir plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont travailler sur cette autoroute. Si tu veux regarder d'un point de vue positif, tu te dis il y a eu une croissance économique extraordinaire, le pays s'est développé en un temps record. Et si tu veux regarder des mauvais côtés, les gens se sont complètement sacrifiés. Au niveau des droits de l'homme, c'était pas vraiment ça. Il y a un événement qui a quand même marqué le pays. Donc c'est John Tae-il, c'est un jeune travailleur qui travaille dans une usine à Dongdaemun qui va se battre pour le droit des travailleurs. Il se bat juste pour que la loi soit respectée, parce qu'il y a des lois bien sûr, mais les lois ne sont pas respectées au niveau des heures de travail. Et il va se battre pour ça et en fait personne ne va l'écouter et il va se sacrifier. Mais quand je te dis se sacrifier, c'est pas au figuré, c'est vraiment au sens propre. En fait, il va s'immoler sur la place de Dongdaemun et là ça va vraiment, ça va quand même marquer les consciences, quoi. Les conditions ne vont pas forcément s'améliorer, mais il y a quand même des protestations qui commencent à naître parce que le pays dans les années 70 commence à devenir un petit peu plus, commence un petit peu à ressortir la tête de l'eau. D'ailleurs, derrière nous, première voiture en Corée, la Pony. Ah, c'est une Hyundai? Ouais. Est-ce que tu vois quelque chose de spécial sur cette voiture? Le volant à droite. Le volant est à droite, ça veut dire c'est pas pour la Corée. Ah, c'était que pour l'exportation? Bien sûr, les Coréens ne pouvaient pas se payer une voiture, enfin très peu de Coréens pouvaient se payer une voiture, donc c'est pour l'exportation. Et ça a été envoyé en Nouvelle-Zélande, celle-ci. Mais les Hyundai, en fait, elles ont été envoyées mais partout dans le monde. Il y a une entreprise de savon qui va cartonner, cette usine, elle s'appelle Lucky. Une usine donc de savon et dentifrice aussi. Et c'est tellement connu en Corée à l'époque que les Coréens, pour dire dentifrice, ils disent pas dentifrice, ils disent Lucky. Et donc il y a cette marque
Et il y a une autre marque que tu connais peut-être, Gold Star. Gold Star, bien sûr. Donc les télé Gold Star, je pense qu'il y a beaucoup de familles françaises qui ont une télé Gold Star. J'en avais une. Magnétoscope, Magnétoscope. Première radio Gold Star en 1959. Et donc l'entreprise Lucky et Gold Star vont fusionner pour faire Lucky Gold Star. Hein? Prends la première lettre de chaque entreprise. LG. Mais non. Mais si. Mais forcément, si tu veux développer un pays, il faut rapporter des devises étrangères. Tu as besoin d'argent, des devises étrangères. Ah, ouais. Comment tu fais pour obtenir des devises étrangères? On va envoyer des gens travailler à Tu envoies des gens envoyés à l'étranger. Là, on est à quel niveau de sacrifice? C'est-à-dire qu'ils vont envoyer énormément de travailleurs, donc plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de travailleurs. Donc d'abord en Allemagne de l'Ouest. Alors ils envoient d'abord des Coréens travailler dans les mines. Ouais, c'est ça. Donc conditions là aussi exécrables. Hein. Vraiment, ils respirent toute la journée comment dire, la poussière. Enfin, ils sont vraiment dans des conditions exécrables. Mais ils vont travailler très dur et ils envoient énormément d'infirmières. Donc les femmes sont envoyées en tant qu'infirmières et les hommes en tant que mineurs. Ils travaillent tous les jours et tout leur argent, ils renvoient au pays donc pour participer donc, à l'effort de l'économie locale. Il y a un autre pays où ils vont envoyer, c'est en 1973, donc il y a le choc pétrolier. Premier choc pétrolier et deuxième choc pétrolier en 1979. Donc là, ils vont se dire, oh là là, ça, c'est une bonne occasion pour nous. On va aller ramener des dollars du Moyen-Orient. Donc, on va aller travailler au Moyen-Orient. Il peut faire chaud, il peut faire froid, il peut avoir des conditions de travail exécrables. Les Coréens, ils travaillent dur et c'est tout. Ils bossent. C'est une des qualités principales des Coréens, quoi. Ils sont toujours en train de se chamailler, tout ça, des problèmes politiques, de partis et tout. Mais dès qu'il y a un problème dans le pays, on est ensemble. On travaille dur et on y arrive. Le slogan pour quand ils ont construit l'autoroute, c'était « Nous aussi, on peut le faire ». C'est comme Nike, just do it, quoi. On peut le faire. Ils savent que eux, de toute façon, ils peuvent tout réussir s'ils travaillent dur. Si tu veux développer un pays, la base, c'est quoi? C'est les gens. Et les gens, ils ont besoin d'éducation. Ils savent, à l'époque, ils n'ont plus rien. Donc, comme on a dit, ils n'ont plus d'infrastructure, ils n'ont plus rien. La seule chose qu'ils ont, c'est la population et les cerveaux. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé? 35 ans de colonisation japonaise. Ils ont interdit tout. Ils ont voulu détruire, effacer la Corée. Ils ont voulu effacer l'identité coréenne. Donc ça veut dire quoi? Falsifier les livres d'histoire. Ça veut dire également interdire l'utilisation du Hangul, donc l'alphabet coréen. Interdire l'utilisation de la langue coréenne. Donc ça veut dire que pendant 35 ans, donc à l'école, ils ne pouvaient pas parler leur langue. Ils étaient obligés de parler japonais. C'est incroyable. Ils ont été obligés d'utiliser des noms japonais. Et donc forcément, après les 35 ans de colonisation plus la guerre, donc quand ils sont en 1950, enfin, l'éducation c'est zéro. Et ils vont repartir donc de zéro là aussi. C'est pour ça que le miracle qu'on connaît nous sous le nom de miracle du Han, donc miracle économique, pour moi c'est une partie, c'est un triple miracle. C'est un miracle économique, c'est un miracle démocratique et c'est un miracle au niveau de l'éducation. À l'époque, il y a un taux d'illettrisme dans le pays qui est vraiment énorme. Et aujourd'hui, on est dans le monde. Tu sais combien de personnes sortent de l'université en Corée? Pas de chiffre long, 80%? Ouais, plus de 80%. C'est-à-dire sur 10 Coréens, il y en a 8 qui sont allés à l'université. C'est énorme. C'est un des pays les plus élevés au monde. Créer des cerveaux, bah, ça va faire monter donc, des élites dans le pays. Alors derrière, les petits, ici on a pas mal de documents donc, sur l'éducation. Donc tu vois le nombre d'écoles qui montent de 55 à 1985. Tu as déjà été à l'école, en cours en Corée. Ah, c'est un truc moi je suis allé à l'université en Corée. Ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme nous. Ils sont déterminés. C'est carré quoi. Ils sont déterminés. Alors après, est-ce que ça a que des points positifs? Non, ça a des points positifs et négatifs. Qu'est-ce que c'est les points négatifs? Forcément, la concurrence accrue, le stress, le fait de se comparer aux autres, tout ça qui sont des points négatifs. Cependant, s'il n'y avait pas eu cette soif d'éducation, bah, le pays n'aurait pas pu se développer comme ça, parce que ça a formé des élites et toutes ces élites sont à la tête des grandes entreprises, du pays aujourd'hui. Donc là, jusqu'à maintenant, tout ce qui s'est passé, ça s'est fait sous la présidence de Park Chung-hee. C'est ça, ouais. Général militaire quoi. Exactement, donc président, donc origine. Mais il est resté combien de temps lui au total? Alors il est resté, donc tu te rappelles, le coup d'État c'était en 61. Il va rester jusqu'en 1979, quasiment 20 ans. Cependant,
Il aurait pu rester plus longtemps. Tu vas voir pourquoi il s'est arrêté en 79. Il va lui aussi amender la constitution et il va créer le régime Yushin. Donc Yushin, c'est quoi? C'est la régénération. Donc en gros, il va s'accorder tous les pouvoirs. Et au fur et à mesure, donc en fait, il faut faire un lien avec tout ce qu'on a vu avant. Donc John Tail, tu vois, c'était en 60, donc dans les années 70. Les conditions des travailleurs qui sont mauvaises, tout ça. Et donc, tu vois, ça monte un petit peu. Tu vois, ça monte. Mais comme il y a le côté économique donc, qui se développe, c'est un petit peu, tu vois, c'est à double tranchant. Cependant, ça monte vraiment et en 79, là, ça va exploser. Donc, il va y avoir des grandes manifestations donc, dans les villes de Busan et Masan. Et en fait, le président donc, Park Chung-hee va se faire assassiner. Ah d'accord. Donc, par le chef de la KCIA, donc de la CIA coréenne, donc les services secrets coréens. Et à partir, donc en 79, tout le monde se dit, ça y est. On sort, voilà, ça fait presque 20 ans qu'il est au pouvoir. C'est le début de la démocratie. Les Coréens, ils appelaient ça le printemps coréen. Sauf que le printemps, il ne va pas avoir lieu. En 1980, en fait, il y a un autre ancien général militaire qui va prendre le pouvoir, donc c'est John Doo-hwan. Et il va y avoir des énormes manifestations dans tout le pays, loi martiale, donc militaire partout dans le pays. Et une ville, donc la ville de Gwangju, qui va quasiment être renfermée sur elle-même. Il va y avoir des grosses protestations c'est là qu'on voit dans le film Taxi. Donc vous pouvez voir le film Taxi, donc qui est basé donc sur cet événement. Et très bien ce film coréen. Je crois qu'il est sur Netflix. Possible, ouais. Mais, excellent film. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment génial. D'ailleurs, si vous êtes intéressé donc par l'histoire coréenne et que vous voulez voir à travers un film, l'assassinat du président Park Chung-hee, c'est l'homme du président. Et Namsan-e Bujangdel. Donc, qui retrace un petit peu la préparation, la fomentation de l'assassinat. Et donc, le président John Doo-hwan va prendre le pouvoir en 1980. Et là encore, il va y avoir une lutte pour la démocratie jusqu'à 1987. Il est quand même resté 7 ans lui aussi. Ah, il est resté assez longtemps. Alors économiquement, c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours très fluide, ça continue la progression. Cependant, au niveau des droits de l'homme, tout ça, c'est toujours pas ça. C'est ce que j'allais dire. C'est toujours quand même assez tendu et donc des révoltes dans tout le pays. Et il y a un événement qui va pas passer du tout. En fait, en 1987, il y a un jeune étudiant du nom de Park Jong-chol qui va être torturé en fait. Ils avaient des bureaux entre guillemets d'interrogation, sauf qu'il va être torturé en fait. Ils vont le noyer et en fait il va mourir. Sérieux? Ouais. Et il y a un autre étudiant qui va mourir dans les manifestations, Iraniol. Là, ça va pas passer du tout, quoi. Ils vont ressortir dans les rues et ils vont réussir cette fois-ci à obtenir gain de cause. Donc le président John Doo-hwan va accepter de faire des élections démocratiques. Et donc en 1987, ce sont les premières élections démocratiques donc en Corée. Donc là, c'est vraiment un des vrais débuts donc, de la démocratie. Et c'est vraiment à partir des années 80, années 80 que là vraiment on passe dans une autre ère. C'est un pays qui devient vraiment économiquement prospère et où tout commence un petit peu à se développer, notamment donc, la pop culture, tout ça. Il va y avoir plusieurs facteurs à tout ça. Donc déjà les personnes qui continuent à travailler dur et il va y avoir aussi des faibles taux d'intérêt, un faible dollar et un faible prix de l'huile, de l'essence. Donc forcément tout ça, ça aide pour un pays comme la Corée, basé sur l'exportation, un pays industrialisé comme la Corée, forcément ça aide énormément à se développer. Il va y avoir un passage donc, de la population rurale à la population urbaine. Donc c'est-à-dire tous les gens vont commencer à aller dans les grandes villes, donc la capitale, donc forcément Séoul. Et c'est là qu'il va y avoir l'apparition du quartier que probablement beaucoup de gens connaissent sous le nom de Gangnam. Gangnam, donc voilà. Donc, ça n'existait pas avant. Gangnam avant, c'était des champs de patates. Il n'y avait rien. Tout le Gangnam qu'on connaît là avec ces tours super modernes et tout, c'est un quartier qui a 30-40 ans. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un quartier qui a 40 ans et qui est devenu un des quartiers les plus riches. Et forcément, quand on a la démocratie plus l'économie qui suit, c'est quoi le prochain niveau de développement ? Les divertissements. La culture, les années 80, c'est vraiment le début de la pop culture, donc le cinéma, les chansons, tout ça, c'est là que ça explose vraiment. Pour les personnes qui sont nées après 95, voire après 2000, ces groupes ne vous diront rien. Pour les personnes qui sont nées en Corée
dans les années 60, 70, 80, ces personnes pour vous sont des dieux vivants. Soteji wa idol. Soteji and Boys, je crois en anglais. Ils ont déjà énormément de style. Hein. C'est en 92 là. 92 au niveau des chorégraphies, au niveau de, ils ont un cran d'avance, un cran d'avance surtout. Il y a aussi l'industrie du cinéma, parce que forcément, qui dit plus de liberté d'expression, dit beaucoup plus de liberté au niveau de la musique, au niveau vestimentaire. Tu vois comment ils sont habillés là. Pour un pays qui, sous le régime de Park Chung-hee, n'avait pas le droit de porter de mini-jupe ni d'avoir les cheveux longs. Là, on est quand même sur un autre niveau. Les mentalités ont aussi évolué très très vite. Qui dit culture dit également sport, forcément avec. Événements sportifs. Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on veut faire, franchement, si on a vraiment envie de se développer au niveau du sport, il faut faire les Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques en Corée, dans un pays qui était en guerre il n'y a même pas 50 ans, mais c'est impensable. Il y a, les pays d'Asie, les Jeux Olympiques, c'est pas tout le temps. La Corée obtient les Jeux Olympiques en 1988, les Jeux Olympiques d'été, donc vraiment les plus importants. 1988, Jeux de Séoul. Ils vont organiser les Jeux et ça va être un énorme succès. Et c'est là vraiment la première ouverture au monde. Et à partir du moment où ils vont organiser les Jeux Olympiques, donc c'est là où vraiment il va y avoir une attention des médias. Toutes les télés du monde entier. Exactement. Sur la Corée. Et les Jeux vont être vraiment exceptionnellement bien organisés. Les Coréens sont très forts au niveau de l'organisation. Un autre événement sportif qui va grandement contribuer au rayonnement du pays à l'international. La Coupe du Monde en 2002. 2002, la Coupe du Monde en Corée. Ils finissent 4e de la Coupe du Monde. Les Coréens ont éliminé l'Espagne, les Coréens ont éliminé l'Italie. Oui, je me rappelle de cette Coupe du Monde. Parmi les dates modernes, donc après les années 2000, moi je mets 2002, donc la Coupe du Monde. Et il y a eu aussi forcément l'avènement de YouTube qui a quand même grandement aidé au développement de la Corée et de la Hallyu, donc à l'international, parce qu'avant, pour obtenir des clips vidéo, des films coréens, il fallait quand même vraiment être un connaisseur, fallait le vouloir. Donc par le biais de YouTube, tout le monde a pu avoir accès beaucoup plus facilement et quasiment instantané à la culture coréenne. Donc ça a joué un grand rôle dans le développement de la Corée. Là, on fait le out de cette vidéo avec le grand palais, la montagne en face de nous. C'est vraiment superbe. Est-ce que tu as un truc à dire pour terminer cette vidéo, toi? Oui. L'histoire. Alors toi, tu es passionné d'histoire, moi je suis passionné d'histoire, donc pour nous vraiment c'est extraordinaire. Mais en fait quand on pense à l'histoire, même moi quand j'étais au lycée, au collège, à la fac, franchement c'est chiant. On apprend des dates, ça sert à rien. Pourquoi l'histoire c'est bien? Comment on peut se servir de ça? On ne peut pas prédire le futur. Par contre, on peut regarder ce qui s'est passé dans le passé pour ne pas faire les mêmes erreurs et regarder ce qui s'est bien passé et l'appliquer dans notre vie présente justement pour avoir un meilleur futur. Donc pour moi, c'est pour ça que je suis passionné d'histoire. C'est vraiment voir les personnes, comment ils ont réussi à surmonter les difficultés et donc s'inspirer de tout ça pour pouvoir avoir un futur meilleur à niveau personnel et aussi à niveau collectif de la société. Maintenant, pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire et à la culture coréenne, s'il y a une chaîne YouTube à laquelle il faut s'abonner, c'est la chaîne de Laurent Chachia. Abonnez-vous à la chaîne. Pas du tout. Maintenant, pour les personnes qui s'intéressent vraiment à la culture coréenne, à l'histoire, et vous voulez vous abonner à une deuxième chaîne, il faut s'abonner à la chaîne de Korea Dash, qui nous a gentiment filmé toute la journée. Merci à lui, t'es complètement flou. Maintenant, si vous vous intéressez vraiment énormément à la Corée du Sud, vous vous abonnez à la chaîne de Laurent, à la chaîne de Jisoo, et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, on s'amuse bien. Merci. Bien sûr, Fabien a une chaîne YouTube qui l'agrémente régulièrement depuis 2 ou 3 mois maintenant. Tu postes régulièrement des vidéos? Exactement. Vous pouvez aller jeter un œil à sa chaîne YouTube. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo d'histoire qui change un petit peu. mal au bras, faut que je le Qui change un petit peu de d'habitude. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est très important. Je vous retrouve très bientôt. On s'amuse bien. On s'amuse bien. Hasta la vista! Les gars, normalement c'est un hasta la vista groupé à la fin et après on fait même les flammes.